Le billet était plié à l'intérieur de mon passeport lorsque l'employé du comptoir me rendit mes documents. Elle ne dit rien, se contentant de glisser le papier du bout des doigts avant de détourner rapidement le regard, comme quelqu'un qui transmet une vérité interdite. Mon cœur se serra dans ma poitrine avant même que je lise ce qui était écrit. Mon fils, Aymeric, était à mes côtés en train de vérifier le bagage à main, inconscient de tout, et je rangeais le billet dans mon sac sans l'ouvrir, parce que quelque chose en moi savait déjà que cela changerait tout. Je m'appelle Solange Damblay. J'ai 64 ans et je vis à La Rochelle depuis toujours. Je connais chaque rue du centre historique, chaque vitrine qui a changé de propriétaire, chaque banc de place publique où je me suis assise pour me reposer après les courses. J'ai toujours été perçue comme une femme discrète, élégante, de celles qui savent garder les secrets et sourire même quand le monde s'effondre à l'intérieur. Je me suis mariée jeune avec Philippe, un homme prospère qui a bâti un patrimoine et une réputation au fil des décennies. Quand il est mort il y a 7 ans, il m'a laissé un appartement à Nice, un compte bancaire bien organisé et le sentiment d'avoir été aimée comme toute femme mérite de l'être. Ou du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce jour à l'aéroport. Aymeric est mon fils unique. Il est né en bonne santé, a grandi dans le confort, a obtenu son diplôme en droit et a ouvert un cabinet au cœur de La Rochelle. Il a toujours été sérieux, calculateur, du genre à choisir ses mots avec soin et a rarement manifesté de l'affection. Après la mort de son père, la distance entre nous s'est creusée. Il m'appelait de temps en temps, toujours pour des raisons pratiques. Signer un document, régler une question concernant la propriété, demander conseil sur des contrats. Jamais pour savoir comment j'allais. Je faisais semblant de ne pas remarquer cette froideur, parce que les mères ont ce terrible talent de justifier l'indifférence de leurs enfants comme s'il s'agissait simplement d'un manque de temps ou d'un excès de responsabilité. Mais ce jour-là, voyageant à mes côtés vers Nice pour signer le transfert définitif de l'appartement que Philippe m'avait laissé, quelque chose commença à peser différemment. L'aéroport était bondé. Des familles se disaient au revoir avec de longs embrassements, des couples discutaient d'itinéraires, des enfants couraient entre les files d'attente avec leurs sacs à dos colorés. J'observais tout en serrant mon sac avec force, sentant le billet plié brûler contre ma poitrine comme une braise cachée. Aymeric était distrait par son téléphone portable, tapant des messages rapides, fronçant les sourcils de temps à autre comme quelqu'un qui résout des problèmes urgents. Il portait un costume bleu marine impeccable, des chaussures italiennes brillantes, le genre de tenue qui transmet le succès et le contrôle. Mais je connaissais mon fils. Je connaissais la façon dont il serrait la mâchoire quand il était nerveux, la manière dont il évitait mon regard quand il mentait. Et à ce moment-là, il était bien trop tendu pour quelqu'un qui accompagnait simplement sa mère dans un voyage banal. L'atmosphère dans le terminal était à la fois ordinaire et étrange. Les haut-parleurs diffusaient des annonces répétitives sur les vols retardés, les zones de sécurité, les derniers appels pour l'embarquement. Une odeur de café mêlée à celle des viennoiseries fraîches flottait dans l'air, rappelant les matins tranquilles que je ne ressentais plus depuis longtemps. Les gens autour de moi semblaient pressés, préoccupés, chacun enfermé dans sa propre bulle d'existence. Personne ne remarquait la femme de 64 ans assise là, tenant un secret qui pourrait tout faire exploser. Quand Aymeric annonça qu'il devait aller aux toilettes, je ressentis un soulagement étrange mêlé de peur. Je restais seule dans la zone d'embarquement, assise sur une chaise en plastique dur, entourée par le bruit incessant des avertissements sonores et des conversations pressées. Je sortis le billet de mon sac, les mains tremblantes. Le papier était fin, ordinaire, sans rien de spécial, mais les mots écrits à la main changèrent tout. Vérifiez la porte 14. Ne revenez plus. Il vous ment. Ma respiration se bloqua. Je relus, essayant de trouver une erreur, une explication qui rendrait cela moins réel. Mais il n'y avait pas d'erreur. Quelqu'un savait quelque chose. Quelqu'un avait eu le courage de me prévenir. Et ce quelqu'un était une parfaite inconnue qui avait risqué son propre emploi pour glisser un billet dans mon passeport comme on passe un secret de vie ou de mort. Je cherchais l'employée du regard autour de moi, mais elle avait déjà disparu parmi les comptoirs, comme un fantôme ayant accompli sa mission avant de se dissoudre dans l'air. La porte 14 se trouvait à l'extrémité opposée du terminal. Notre vol partait de la porte 22.
Il n'y avait aucune raison pour que je me rende là-bas, si ce n'est la curiosité qui commençait à déchirer ma poitrine comme un ongle acéré. Je rangeais le billet à nouveau et me levais, sentant mes jambes flageolantes. Je marchais lentement entre les couloirs de l'aéroport, passant devant les boutiques de parfums et de chocolats français, les vitrines de montres luxueuses, les cafétérias où des touristes sirotèrent des cafés allongés en feuilletant des magazines. Tout semblait absurdement normal, comme si le monde n'était pas sur le point de s'effondrer sur moi. Mon esprit tournait à pleine vitesse pendant que je marchais. Je repensais aux derniers mois, aux appels téléphoniques d'Aymeric qui étaient devenus plus fréquents, à ses questions insistantes sur l'appartement de Nice, à sa proposition soudaine de m'accompagner pour signer les documents de transfert alors qu'il n'avait jamais manifesté d'intérêt auparavant pour mes affaires. Chaque détail prenait maintenant une signification sinistre. Les pièces d'un puzzle que j'avais refusé de voir s'assemblaient lentement, révélant une image que je redoutais de contempler. Quand j'arrivai près de la porte 14, je vis Aymeric. Il était de dos, en train de parler avec un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. L'homme était grand, vêtu d'un costume gris et portait une mallette en cuir marron sous le bras. Il parlait à voix basse, mais on pouvait percevoir l'urgence dans leur gestuelle. Aymeric remit quelque chose à l'homme. Des papiers, des documents. Je reconnus la couverture bleue de l'enveloppe où je rangeais les registres de l'appartement à Nice. Mon estomac se retourna. Comment avait-il accès à cela? Je ne lui avais rien donné. Du moins, pas consciemment. Je me cachai derrière une colonne, sentant mon cœur battre si fort dans ma poitrine que je pensais m'évanouir sur place. Je continuai d'observer. L'homme au costume gris ouvrit la mallette, vérifia les papiers, prit des notes dans un petit carnet. Aymeric hocha la tête avec anxiété, comme quelqu'un qui conclut une affaire importante. Puis, de nulle part, une femme s'approcha. Elle était jeune, bien habillée, avec des cheveux blonds attachés en un chignon élégant. Elle salua Aymeric avec 2 bises sur les joues, le genre d'intimité qui n'existe qu'entre personnes qui se connaissent bien. Très bien. Il me fallut quelques secondes pour la reconnaître. Cléa Montaubert, mon ex-belle-fille, la femme qu'Aymeric avait fréquentée pendant des années et qu'il avait failli épouser avant de tout rompre brusquement il y a 3 ans, sans jamais me donner de vraies explications. Elle avait toujours été ambitieuse, intelligente, du genre à savoir exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Je ne l'avais jamais vraiment appréciée, mais je feignais la sympathie parce que mon fils semblait heureux à ses côtés. Quand ils se sont séparés, Aymeric avait dit que c'était une décision mutuelle, qu'ils suivraient des chemins différents. Mais la voir là, à la porte 14, à ses côtés, remettant des documents à un inconnu, fit tout prendre sens d'une manière douloureuse et terrifiante. Ils rirent, tous les 3, comme s'ils célébraient quelque chose. Aymeric tapota l'épaule de l'homme au costume gris. Cléa sourit d'une manière que je connaissais bien, ce sourire de quelqu'un qui vient de gagner un pari. Et alors, je compris. Il complotait quelque chose. Quelque chose qui impliquait mon patrimoine, ma signature, ma confiance. Mon propre fils me trahissait. La douleur qui me traversa à cet instant fut indescriptible. Ce n'était pas seulement la colère ou la déception. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'était la sensation que tout ce en quoi j'avais cru pendant des décennies s'effondrait comme un château de cartes. La confiance que j'avais placée en Aymeric, l'amour maternel que j'avais nourri depuis sa naissance, tout cela était-il donc si facile à trahir? Mon fils, celui que j'avais porté, élevé, protégé, était-il capable de me voler de cette manière? Je retournai à la porte 22 d'un pas rapide, presque en courant, essayant de contrôler le tremblement de mes mains et le nœud qui montait dans ma gorge. Je m'assis sur la même chaise qu'auparavant, feignis la normalité, respirai profondément plusieurs fois jusqu'à réussir à stabiliser ma voix. Quand Aymeric revint des toilettes, il me sourit avec ce sourire froid et poli qu'il utilisait toujours, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. « Tout va bien, maman ? Tu es pâle. » Je forçai un sourire en retour et mentis aussi bien que lui. « Je vais bien, mon chéri, juste un peu fatigué. » Il acquiesça et retourna à son téléphone, tapant des messages avec hâte. Je restai là,
assise à côté de mon fils unique, sentant le poids insupportable de savoir qu'il était sur le point de me voler tout ce que Philippe avait construit, tout ce que j'avais gardé avec tant de soin. Et le pire de tout était de réaliser que, au fond, peut-être avais-je toujours eu des doutes. Peut-être avais-je toujours fermé les yeux sur des signes qui étaient là, criant devant mon visage. Parce qu'il est plus facile de croire en la bonté de ceux qu'on aime que d'affronter la vérité. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Chaque annonce sonore, chaque mouvement autour de moi semblait amplifié, comme si mes sens étaient soudainement aiguisés par la douleur et la peur. Je regardais Aymeric du coin de l'œil, observant ses gestes mécaniques, la façon dont il évitait mon regard, la tension dans ses épaules. Tout en lui trahissait un secret, une culpabilité qu'il essayait désespérément de cacher. Le vol fut annoncé. Je me levai, pris mon sac, suivis Aymeric jusqu'à la file d'embarquement. Mais en moi, quelque chose avait changé pour toujours. Je n'étais plus la même femme qui était entrée dans cet aéroport. Et tandis que je marchais vers l'avion, avec le billet encore rangé dans mon sac comme une promesse silencieuse de vérité, une seule certitude martelait dans mon esprit. Je devais découvrir jusqu'où allait la trahison de mon fils. Et, plus important encore, je devais décider si j'aurais le courage de l'affronter. Parce que parfois, l'amour maternel doit apprendre à dire non. Et cette leçon, j'étais sur le point de la donner de la manière la plus douloureuse possible. Ce qu'Aymeric prévoyait de faire avec ces documents? Pourquoi Cléa, mon ex-belle-fille, était-elle impliquée dans tout cela? Et l'homme au costume gris, qui était-il? J'étais sur le point de découvrir que la trahison d'un fils peut faire plus mal que n'importe quelle perte. Mais j'étais aussi sur le point d'apprendre que ma force était bien plus grande que je ne l'imaginais. Restez avec moi. Parce que ce qui vient maintenant va vous couper le souffle. L'avion décolla à l'heure prévue, mais pour moi, le temps s'était arrêté depuis que j'avais vu Aymeric au portail 14. Je fixais le hublot, regardant La Rochelle disparaître sous les nuages gris de décembre, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Mon fils était assis à côté de moi, penché sur son téléphone, tapant des messages avec une concentration qui me paraissait maintenant suspecte. Chaque geste, chaque silence, chaque respiration prenait une nouvelle signification. Je ne pouvais plus voir Aymeric comme avant. Le voile était tombé. Pendant le vol, je fis semblant de dormir. Fermais les yeux, inclinais la tête contre la vitre froide, respirais lentement pour qu'il me croie endormi. Mais mon esprit tournait à toute vitesse, reconstituant chaque détail des derniers mois. Les appels téléphoniques d'Aymeric devenus plus fréquents. Ses questions insistantes sur l'appartement de Nice. Sa proposition soudaine de m'accompagner pour signer les documents de transfert de propriété, alors qu'il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour mes affaires auparavant. Tout prenait sens maintenant, comme des pièces d'un puzzle macabre qui s'assemblaient pour révéler une image que je refusais encore d'accepter complètement. Philippe, mon défunt mari, m'avait laissé cet appartement à Nice en héritage. C'était un bien précieux, situé dans le quartier de Cimiez, avec vue sur la mer et la promenade des Anglais. Philippe l'avait acheté il y a 20 ans comme investissement, et au fil du temps, sa valeur avait explosé. Quand il mourut, le notaire me confirma que l'appartement était entièrement à mon nom, sans aucune dette, sans aucune hypothèque. Un patrimoine solide que je comptais garder pour mes vieux jours, peut-être même le vendre un jour pour financer une maison de retraite confortable si jamais j'en avais besoin. Mais voilà qu'Aymeric, mon propre fils, semblait avoir d'autres plans. Quand l'avion atterrit à Nice, la lumière du sud m'aveugla. Le ciel était d'un bleu éclatant, si différent de la grisaille de La Rochelle. Nous récupérâmes nos bagages en silence. Aymeric héla un taxi et donna l'adresse du cabinet notarial où devait avoir lieu la signature. Je montais dans la voiture, sentant mon estomac se nouer de plus en plus. Le chauffeur conduisait vite, slalomant entre les voitures sur la promenade des Anglais, et je regardais la mer scintiller sous le soleil de midi, me demandant si c'était la dernière fois que je verrais Nice en tant que propriétaire. Le cabinet du notaire était situé dans un immeuble haussmannien élégant, tout près du marché aux fleurs. Nous montâmes au 3e étage par un ascenseur étroit et grinçant. Maître Renaud, le notaire, nous accueillit avec un sourire professionnel. C'était un homme dans la soixantaine, cheveux gris,
costume 3 pièces impeccable, l'air de quelqu'un qui avait vu passer des milliers de successions et de transferts de propriété sans jamais perdre son calme. « Madame Damblay, monsieur, asseyez-vous, je vous prie, » dit-il en nous indiquant 2 fauteuils en cuir face à son bureau massif. Aymeric s'assit avec aisance, jambes croisées, regard assuré. Moi, je m'installais lentement, serrant mon sac contre moi comme un bouclier. Maître Renaud ouvrit un dossier épais et commença à expliquer les détails du transfert. Mais je n'écoutais plus vraiment. Mon attention était fixée sur Aymeric, sur la façon dont il hochait la tête à chaque phrase du notaire, sur le léger sourire qui effleurait ses lèvres, comme s'il savourait déjà sa victoire. Avant de procéder, poursuivit Maître Renaud en me regardant directement, je dois vous poser une question importante, Madame Damblay. Êtes-vous absolument certaine de vouloir transférer la propriété de l'appartement de Cimiez au nom de votre fils, Monsieur Aymeric Damblay? Ce transfert est irréversible. Une fois les documents signés, vous ne serez plus propriétaire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aymeric se raidit imperceptiblement. Maître Renaud me fixait, attendant ma réponse. Et moi, je restais figé, le stylo dans la main, incapable de bouger. Parce que je venais de comprendre. Je venais de comprendre que je n'avais jamais voulu transférer cet appartement. Jamais. C'était Aymeric qui avait tout organisé, qui m'avait convaincu petit à petit, qui avait parlé de simplification fiscale, de gestion patrimoniale, de préparation de succession. Il avait utilisé des mots compliqués, des arguments techniques, et moi, dans ma confiance aveugle, j'avais dit oui sans vraiment réfléchir. « Maman », murmura Aymeric d'une voix douce mais tendue. « Nous en avons déjà discuté. C'est pour ton bien. Pour éviter les complications futures. Tu te souviens ? Je le regardais, vraiment le regardais. Et pour la première fois de ma vie, je vis mon fils tel qu'il était. Un homme prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Un homme qui me manipulait depuis des mois, qui avait utilisé mon amour maternel, ma confiance, ma naïveté. Un homme qui ressemblait de plus en plus à Philippe. Mon défunt mari que j'avais idéalisé pendant tant d'années, mais dont les secrets commençaient maintenant à remonter à la surface de ma mémoire comme des cadavres enfouis au fond d'un lac. « Non », dis-je d'une voix claire et ferme qui me surprit moi-même. « Je ne veux pas transférer l'appartement. » Aymeric blêmit. Maître Renaud haussa un sourcil, surpris mais professionnel. « Pardon ?» répliqua Aymeric en se penchant vers moi. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous avons tout préparé. Les documents sont prêts. C'était décidé. » « Non, » répétai-je en posant le stylo sur le bureau. « C'était ta décision, pas la mienne. Je ne signe rien. » Le visage d'Aymeric se transforma. La façade de contrôle, de politesse, de fille dévouée s'effondra en quelques secondes. Ses yeux devinrent durs, sa mâchoire se crispa, ses mains se serrèrent en poing sur les accoudoirs du fauteuil. « Tu ne comprends pas, » siffla-t-il entre ses dents. « Tu ne comprends rien. J'ai des dettes, maman. Des dettes énormes. Mon cabinet est au bord de la faillite. Si je ne règle pas mes créanciers d'ici la fin du mois, je perds tout. Tout. Tu veux que je finisse à la rue ? Tu veux que ton fils perde sa réputation, son honneur, sa carrière. » Sa voix montait, tremblante de rage et de désespoir. Maître Renaud se leva discrètement, mal à l'aise, et sortit du bureau sous prétexte d'aller chercher de l'eau. Nous restâmes seuls, face à face, et je sentis mon cœur se briser en 1000 morceaux, parce que je voyais enfin la vérité. Mon fils n'était pas venu m'accompagner par amour, il était venu me dépouiller par nécessité. « Tu savais » murmurai-je. « Tu savais depuis le début que tu allais me voler. »« Ce n'est pas du vol, » rugit-il. « C'est mon héritage. Cet appartement devrait me revenir de toute façon. Papa l'a construit pour moi, pour notre famille. » « Ton père l'a construit avec de l'argent qu'il a détourné, » répliquai-je d'une voix glaciale. « Avec de l'argent qu'il a volé à ses propres clients. Tu le sais aussi bien que moi. Alors ne me parle pas d'héritage. » Le silence retomba. Aymeric me regardait comme s'il me voyait pour la première fois, ou plutôt comme s'il réalisait pour la première fois que je n'étais plus la femme docile et aveugle qu'il avait toujours connue. « Comment ? Comment tu sais ça ?» balbutia-t-il. « Je sais beaucoup de choses, Aymeric,
des choses que j'ai choisi d'ignorer pendant des années, des choses que j'aurais dû affronter il y a longtemps. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je ne ferme plus les yeux. Je me levai, pris mon sac et marchai vers la porte. Émeric bondit de son fauteuil et m'attrapa le bras avec violence. « Tu ne peux pas partir !» hurla-t-il. « Tu ne peux pas me faire ça !» Je me dégageai d'un coup sec et le regardai droit dans les yeux. « Lâche-moi, ou j'appelle la police. » Il recula, choqué, tremblant de rage impuissante. Je sortis du bureau sans me retourner, descendis les escaliers à toute vitesse et me retrouvai dans la rue baignée de soleil, haletante, le cœur battant à tout rompre. Les passants me regardaient avec curiosité, mais je m'en fichais. Je venais de dire non à mon fils pour la première fois de ma vie. Et cette sensation, aussi douloureuse soit-elle, était la chose la plus libératrice que j'ai jamais ressentie. Je marchais longtemps dans les rues de Nice sans savoir où j'allais. Mes jambes me portaient mécaniquement, traversant le marché aux fleurs où les étals débordèrent de roses, de pivoines et de lavandes, longeant la promenade des Anglais où les palmiers oscillaient doucement sous la brise marine, passant devant les façades colorées des immeubles Belle Époque qui scintillaient sous le soleil de l'après-midi. Le ciel était d'un bleu intense, presque irréel, et la mer Méditerranée s'étendait à l'infini, calme et majestueuse. Mais je ne voyais rien de cette beauté. Le soleil tapait fort sur ma nuque, réchauffant ma peau, mais je ne sentais rien. J'étais engourdi, comme anesthésié par le choc de ce qui venait de se passer. Mon fils, mon propre fils, avait essayé de me voler. Et pire encore, il avait utilisé mon amour contre moi, comme une arme. Les touristes autour de moi prenaient des photos, riaient, profitèrent de la douceur niçoise. Des couples se promenaient, main dans la main, des familles s'arrêtaient devant les glaciers artisanaux, des enfants couraient en criant de joie vers la plage de Galets. Le monde continuait de tourner, indifférent à ma douleur. Je me sentais invisible, comme un fantôme errant dans une ville qui ne m'appartenait plus. Je m'assis finalement sur un banc, face à la mer, à l'ombre d'un pin parasol dont les branches formaient un abri fragile contre la chaleur. Les vagues venaient mourir doucement sur les galets, créant une mélodie répétitive et apaisante. Je regardais l'horizon en essayant de rassembler mes pensées, de donner un sens à ce chaos qui tourbillonnait dans ma tête. Combien de fois avais-je fermé les yeux sur les mensonges de Philippe ? Combien de fois avais-je préféré croire ses explications bancales plutôt que d'affronter la réalité ? Les souvenirs remontaient maintenant avec une clarté cruelle, ses retours tardifs à la maison, ses voyages d'affaires inexpliqués, ses coups de téléphone mystérieux qu'il prenait toujours dans une autre pièce. J'avais tout vu, tout entendu, mais j'avais choisi l'aveuglement, par amour, par peur, par lâcheté. Et maintenant, Émeric suivait exactement le même chemin. L'histoire se répétait, comme une malédiction familiale que je n'avais jamais eu le courage de briser. Mon fils était devenu le reflet de son père, reproduisant les mêmes schémas de manipulation, de mensonges, de trahison. Et moi, j'étais restée la même femme naïve qui préférait l'illusion du bonheur à la dureté de la vérité. Mon téléphone vibra dans mon sac, me tirant brusquement de mes pensées. Un message d'Émeric s'afficha sur l'écran. « Maman, il faut qu'on parle. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Je le lus sans émotion et l'effaçai immédiatement. Puis un autre arriva quelques minutes plus tard. « Je suis désolé. J'étais désespéré. Laisse-moi t'expliquer. » Effacé également. Les messages continuèrent pendant plus d'1 heure, de plus en plus suppliants, de plus en plus pathétiques. « Maman, réponds-moi. Tu ne comprends pas la situation. J'ai besoin de toi. » Chaque notification faisait vibrer le téléphone dans ma main, mais je les supprimais un par un, méthodiquement, sans les relire, jusqu'à ce que le ton change radicalement. « Tu vas le regretter. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. J'ai des moyens de te forcer. » Cette dernière phrase me glaça le sang. Je fixai l'écran pendant de longues secondes, sentant un frisson parcourir mon échine, malgré la chaleur écrasante. Mais au lieu de me faire peur, ce message me donna quelque chose d'inattendu. De la force. Une force que je ne me connaissais pas, parce que je réalisais soudainement que je n'avais plus rien à perdre. J'avais déjà perdu l'illusion d'une famille aimante. J'avais déjà perdu la confiance en mon fils. J'avais déjà perdu les années passées à croire en des mensonges. Qu'est-ce qu'il pouvait me prendre de plus ? Ma dignité ?
Non, ça, c'était la seule chose qui me restait. Et je ne la laisserais à personne. Je me levai du banc, rangeai le téléphone dans mon sac et pris une décision. J'allais me rendre à l'appartement de Simiez. C'était la première fois que je m'y rendais depuis la mort de Philippe, 7 ans auparavant. J'avais toujours trouvé des excuses pour ne pas y aller. Trop de souvenirs, trop de douleurs, trop de questions sans réponse. Mais aujourd'hui, je savais que je devais affronter ce lieu, fouiller dans le passé de Philippe, découvrir ce qu'il avait caché pendant toutes ces années. Le trajet en bus jusqu'à Cimiez me parut interminable. Je montais dans un autobus bondé où l'air conditionné peinait à combattre la chaleur estivale. Des étudiants discutaient bruyamment au fond, un homme âgé lisait son journal en grognant de temps à autre, une jeune mère tentait de calmer son bébé qui pleurait. Je me tenais debout près d'une fenêtre, agrippée à une barre métallique, regardant Nice défiler devant mes yeux. La ville que Philippe avait tant aimée, la ville où il avait construit ses secrets. Quand je descendis enfin à l'arrêt près de l'immeuble, mes jambes tremblaient légèrement. Le quartier de Simiez était calme, presque silencieux comparé à l'agitation de la promenade. Des villas luxueuses bordaient les rues, entourées de jardins parfaitement entretenus. Des cyprès élancés montaient vers le ciel comme des sentinelles immuables. L'air sentait le jasmin et la résine de pin. L'immeuble où se trouvait l'appartement était un bâtiment haussmannien magnifique, avec une façade ocre ornée de balcons en fer forgé et de volets bleus. Je m'arrêtai devant l'entrée, le cœur battant, comme si franchir ce seuil signifiait traverser une frontière invisible entre mon ancienne vie et quelque chose d'inconnu et de terrifiant. Le concierge de l'immeuble, un homme âgé avec une moustache blanche impeccable et des yeux bleus pétillants, me reconnut immédiatement malgré les années écoulées. « Madame Damblay !» s'exclama-t-il avec un sourire chaleureux et sincère. « Cela fait si longtemps. Vous venez enfin voir votre appartement ? Je me demandais quand vous viendriez. »« Oui, » répondis-je, en essayant de sourire malgré le nœud qui serrait ma gorge. « J'ai besoin de me reconnecter avec certains souvenirs. » Il hocha la tête avec compréhension, comme s'il percevait la lourdeur émotionnelle de ma visite. « Bien sûr, votre mari était un homme remarquable. Nous parlions souvent ensemble, vous savez. Il venait ici régulièrement, parfois seul, parfois. Enfin, c'était un homme très sociable. » Je notais l'hésitation dans sa voix, la manière dont il avait coupé sa phrase. Parfois avec qui ? Avec la femme des photos que j'allais bientôt découvrir. Il me tendit les clés avec un geste cérémonieux et m'accompagna jusqu'au 5e étage dans un vieil ascenseur en bois qui grinçait à chaque étage. Le trajet me parut durer une éternité. Le concierge parlait de choses et d'autres, du temps, des travaux de rénovation dans l'immeuble, mais je ne l'écoutais plus vraiment. Mon esprit était déjà de l'autre côté de cette porte. Quand j'ouvris enfin la porte de l'appartement, une odeur de renfermé m'assaillit, mélangée à un parfum familier que je ne pus identifier immédiatement. C'était l'odeur de Philippe, son eau de toilette mêlée à quelque chose de plus subtil, de plus féminin. Un parfum floral que je ne portais pas. L'appartement était exactement comme Philippe l'avait laissé. Meubles recouverts de draps blancs qui leur donnaient l'apparence de fantômes figés dans le temps. Bibliothèque massive, remplie de livres anciens, aux reliures en cuir. Grande baie vitrée donnant sur la mer Méditerranée qui scintillait au loin. Tableaux aux murs représentant des scènes maritimes et des ports méditerranéens. Tout était figé dans le temps, comme un musée dédié à un homme que j'avais aimé, mais que je n'avais jamais vraiment connu. Je retirai lentement les draps blancs qui recouvraient les meubles, soulevant des nuages de poussière qui dansaient dans les rayons de soleil filtrant à travers les volets. Chaque objet révélé racontait une histoire. Un fauteuil en cuir patiné où Philippe s'asseyait probablement pour lire, un bar en acajou rempli de bouteilles de whisky et de cognac hors d'âge, un bureau ancien avec des tiroirs fermés à clé. Je commençai à fouiller, d'abord machinalement, ouvrant les tiroirs qui n'étaient pas verrouillés, feuilletant les livres à la recherche de notes ou de lettres cachées, cherchant sans trop savoir quoi. Puis, avec plus de méthode, inspectant chaque recoin, chaque placard, chaque espace caché.
Dans la cuisine, je trouvais de la vaisselle fine, des verres à champagne, 2 de chaque chose comme pour un couple. Dans la chambre, le lit était fait avec des draps de soie blanche et sur la table de nuit traînait un livre de poésie que je ne connaissais pas. Et c'est dans le bureau, derrière une fausse cloison, que je découvris par hasard en déplaçant une bibliothèque lourde dont les roulettes crissèrent sur le parquet ciré, que je trouvais ce que je cherchais sans le savoir. Une cachette. Un espace secret aménagé dans le mur, dissimulé derrière des livres factices. Mon cœur s'accéléra quand je compris ce que j'avais devant moi. Des dossiers. Des dizaines de dossiers soigneusement classés par ordre alphabétique et par date. Des relevés bancaires de comptes que je ne connaissais pas, ouverts dans des banques suisses et luxembourgeoises. Des contrats d'investissement dans des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Sociétés immobilières, fonds spéculatifs, start-up technologiques. Des lettres de créanciers menaçants, de partenaires commerciaux mécontents, d'avocats réclamant des paiements. Et au milieu de tout cela, cachées dans une enveloppe Kraft, des photos. Des photos de Philippe avec une femme que je ne connaissais pas. Une femme brune, aux cheveux longs et ondulés, élégante, portant des robes coûteuses et des bijoux discrets. Elle souriait à l'objectif avec une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Sur certaines photos, ils étaient sur une terrasse avec vue sur la mer, partageant un verre de vin. Sur d'autres, ils marchaient main dans la main le long de la promenade des Anglais. Sur une photo en particulier, elle portait la même robe que celle que Philippe m'avait offerte pour notre anniversaire de mariage, sauf qu'elle était rouge alors que la mienne était bleue. Je m'assis par terre, au milieu des documents éparpillés autour de moi comme les débris d'une vie explosée, et je pleurais. Pleurais pour la femme naïve que j'avais été, celle qui avait cru aux promesses, aux serments, à la fidélité. Pleurais pour toutes ces années perdues à croire en un mensonge soigneusement construit. Pleurais pour Philippe, qui avait construit sa fortune sur la malhonnêteté, le mensonge et l'infidélité, et qui était mort en emportant ses secrets dans la tombe. Et pleurais pour Aymeric, qui avait hérité non seulement des biens de son père, mais aussi de sa moralité corrompue, de sa capacité à trahir ceux qu'il aimait. Mais les larmes ne durèrent pas longtemps. Parce qu'en fouillant plus profondément dans les dossiers, sous les relevés bancaires et les contrats, je découvris quelque chose qui changea tout. Un testament. Un vrai testament manuscrit, rédigé par Philippe de sa propre main 2 mois avant sa mort, et qui n'avait jamais été enregistré officiellement auprès d'un notaire. Je dépliai le document avec des mains tremblantes. L'écriture de Philippe était reconnaissable, légèrement penchée vers la droite, avec ses majuscules caractéristiques. Je lus chaque mot, chaque ligne, sentant mon cœur se serrer de plus en plus. Dans ce document bouleversant, Philippe reconnaissait avoir détourné des fonds de ses clients pour investir dans des projets risqués qui avaient parfois échoué. Il reconnaissait avoir menti à tout le monde, y compris à moi, sa femme fidèle. Il nommait les personnes qu'il avait escroquées, 15 noms au total, avec les montants exacts qu'il leur devait. Et surtout, il demandait pardon. Il suppliait qu'après sa mort, tous ses biens soient liquidés et utilisés pour rembourser intégralement les personnes qu'il avait escroquées, avec des intérêts compensatoires pour les années perdues. Mais ce testament n'avait jamais été exécuté, parce qu'Aymeric, en tant qu'exécuteur testamentaire officiel désigné par le testament notarié antérieur, avait choisi de l'enterrer, de le cacher, de faire comme s'il n'existait pas. Mon fils savait. Il avait toujours su. Il avait probablement trouvé ce document en vidant l'appartement après la mort de Philippe, et il avait choisi délibérément de garder l'argent, de profiter de l'héritage malhonnête de son père, de laisser les victimes dans l'ignorance et la douleur. Et maintenant, non content de cet héritage volé, il essayait de me voler aussi, de s'approprier le dernier bien qui me restait. La colère monta en moi comme une vague brûlante, une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant, pure et justifiée. Je n'étais plus triste, je n'étais plus brisée, j'étais furieuse. Je pris mon téléphone et appelai Maître Renaud, le notaire que j'avais quitté quelques heures plus tôt. Il décrocha immédiatement, sa voix trahissant une certaine surprise de m'entendre si vite. « Madame Damblay, tout va bien ? Votre fils m'a contacté. Il semblait très contrarié. Maître, j'ai trouvé quelque chose.
Un testament de mon mari que personne n'a jamais vu. Un testament qui change absolument tout. Il faut que vous veniez. Tout de suite. Je suis à l'appartement de Cimier. Il y eut un silence pendant lequel j'entendis le bruit d'un stylo qu'on pose, d'une chaise qu'on repousse. « J'arrive dans 20 minutes », dit-il finalement d'une voix grave et professionnelle. En attendant son arrivée, je rassemblai tous les documents avec un soin méticuleux, toutes les preuves de la double vie de Philippe. Je les organisais méthodiquement par catégorie. Relevé bancaire, contrat frauduleux, lettre de victime, photos compromettantes et bien sûr, le testament manuscrit. Je créais des piles ordonnées sur le bureau, comme si je préparais un dossier judiciaire en bonne et due forme. Parce que c'était exactement ce que j'allais faire. J'allais exposer la vérité au grand jour, peu importe les conséquences. J'allais rendre justice à toutes les personnes que Philippe avait trahies, à toutes ces familles dont il avait détruit les économies et les espoirs. Et j'allais m'assurer qu'Aymeric ne profite pas d'un centime de plus de cet argent sale. Quand Maître Renaud arriva enfin, essoufflé d'avoir monté les 5 étages à pied parce que l'ascenseur était en panne, il examina les documents avec une attention minutieuse qui me rassura. Son visage, d'habitude si impassible et professionnel, trahissait une surprise croissante à mesure qu'il découvrait l'ampleur de la fraude. « Madame d'Amblay », murmura-t-il enfin en reposant le testament manuscrit sur le bureau, « si ce document est authentique, et tout porte à croire qu'il l'est compte tenu de l'écriture, de la signature et des détails qu'il contient, cela change absolument tout. Votre fils a commis une faute extrêmement grave en ne le divulguant pas. Très grave. Ceci constitue une dissimulation de testament, un détournement d'héritage et potentiellement une escroquerie envers les créanciers légitimes de la succession. « Que puis-je faire ?» demandai-je d'une voix qui tremblait malgré ma détermination. « Je veux que justice soit rendue. Je veux que ces gens soient remboursés. » Il me regarda longuement avant de répondre, pesant manifestement chaque mot. « Nous pouvons contester l'héritage actuel dans son intégralité, ouvrir une enquête judiciaire sur les agissements de votre défunt mari, retrouver toutes les victimes et organiser un plan de remboursement. Mais, Madame d'Amblay, vous devez comprendre une chose très importante. Cela signifie que vous perdrez presque tout. L'appartement devra probablement être vendu pour payer les créanciers. Les comptes bancaires seront saisis par la justice. Votre train de vie va considérablement changer. Vous comprenez ce que cela implique. » Je hochai la tête sans hésitation. « Je comprends parfaitement, et je suis prête à assumer toutes les conséquences. Cet argent n'a jamais été le mien. Il a été volé à des innocents. Il doit leur revenir. » Il me regarda avec un respect nouveau, presque admiratif. « Vous êtes une femme d'un courage exceptionnel, Madame d'Amblay. Peu de gens seraient capables de faire ce que vous vous apprêtez à faire. » Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais brisée, trahie, épuisée par des années de mensonges. Mais j'avais pris une décision irrévocable. Et pour la première fois de ma vie, c'était ma décision à moi seule. Pas celle de Philippe, pas celle d'Aymeric, la mienne. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de procédures judiciaires, de réunions avec des avocats, de confrontations pénibles. Aymeric tenta d'abord de nier, puis de minimiser, puis de me supplier. Il vint chez moi à La Rochelle, tambourina à ma porte, me laissa des dizaines de messages vocaux où il alternait entre colère et désespoir. Mais je restai ferme. Je ne lui ouvris pas. Je ne répondis pas. Cléa Montaubert réapparut également. Elle m'appela un soir, la voix mielleuse et calculatrice. « Madame d'Amblay, commença-t-elle, je crois qu'il y a eu un malentendu. Aymeric et moi voulions seulement vous aider à gérer votre patrimoine. Nous n'avions aucune mauvaise intention. » « Vraiment, répliquai-je froidement. Et l'homme au portail 14, celui à qui Aymeric remettait mes documents, il voulait m'aider aussi ? Elle se tut. Puis, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Aymeric a des contacts, des avocats. Il peut rendre votre vie très compliquée. Ma vie est déjà compliquée, Cléa, et je n'ai plus peur. Je raccrochai. L'enquête révéla que Philippe avait escroqué 15 personnes au total. Des investisseurs qui lui avaient confié leurs économies et qui l'avaient trompé avec des promesses de rendement exceptionnels. Certains avaient perdu leur retraite, d'autres leur maison. Un homme âgé avait même tenté de se suicider quand il avait découvert
que tout son argent avait disparu. Ces révélations me brisèrent le cœur. Mon mari, l'homme que j'avais aimé, avait détruit des vies. Et moi, sans le savoir, j'avais profité de cet argent. Je décidais de tout vendre. L'appartement de Nice, les actions, les comptes. Je récupérais chaque centime et le distribuais aux victimes de Philippe. Certaines me remercièrent en pleurant. D'autres refusèrent de me parler, me considérant complice par association. Je les comprenais. J'aurais fait pareil à leur place. Émeric, lui, fut radié du barreau pour dissimulation de testament et tentative de fraude. Sa réputation s'effondra. Son cabinet ferma. Il quitta La Rochelle et partit vivre quelque part en région parisienne, coupant tout contact avec moi. Au début, je ressentis une douleur atroce, la douleur de perdre un enfant, même un enfant qui m'avait trahi. Mais avec le temps, cette douleur se transforma en quelque chose d'autre, en libération. Un jour de printemps, 6 mois après toute cette histoire, je retournais à l'aéroport de La Rochelle. Pas pour voyager, juste pour marcher dans les couloirs, pour me souvenir. Je passais devant le portail 14, il était désert. Aucun avion n'était prévu. Je restais là, debout, regardant les sièges vides, et je repensais aux billettes que la fonctionnairesse m'avait glissées ce jour-là. Je ne l'avais jamais retrouvée. J'avais cherché, demandé au personnel, mais personne ne correspondait à son description. Comme si elle n'avait jamais existé. Ou comme si elle avait été un ange gardien envoyé au moment exact où j'en avais besoin. Je m'assis sur un des sièges et fermai les yeux. Autour de moi, le ballet habituel de l'aéroport continuait. Familles pressées, annonces sonores, enfants qui couraient, la vie, tout simplement. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis en paix. J'avais tout perdu. Mon mari, mon fils, mon patrimoine. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Ma dignité, ma liberté, le droit de me regarder dans le miroir sans honte. En rentrant chez moi ce soir-là, je trouvai une lettre dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe simple, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un mot écrit à la main. Vous avez eu le courage de regarder la vérité en face. C'est la chose la plus difficile au monde. Soyez fiers de vous. Une amie. Je sus immédiatement que c'était elle, la femme du billet, celle qui avait eu le courage de me prévenir quand personne d'autre ne l'aurait fait. Je gardai cette lettre précieusement et la relus chaque fois que le doute m'assaillait, chaque fois que je me demandais si j'avais pris les bonnes décisions. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement modeste à La Rochelle. Je n'ai plus beaucoup d'argent, mais j'ai suffisamment pour vivre dignement. Je fais du bénévolat dans une association d'aide aux victimes d'escroqueries financières. Je partage mon histoire pour que d'autres femmes, d'autres mères, ne tombent pas dans les mêmes pièges que moi. Je leur dis qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité plutôt que le confort du mensonge. Émeric, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Parfois, je pense à lui. Je me demande s'il regrette, s'il a appris quelque chose. Mais je ne cherche pas à le savoir. Parce que j'ai compris une chose essentielle. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tout ce qu'on peut faire, c'est sauver soi-même. Et moi, Solange Damblay, 65 ans, femme ordinaire qui a vécu une vie extraordinairement douloureuse, je me suis sauvée. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. 2 ans passèrent. 2 ans pendant lesquels je reconstruisis ma vie pierre par pierre, comme on restaure une vieille maison après un incendie. Ce ne fut pas facile. Il y eut des nuits où je pleurais seule, des matins où je me réveillais avec un poids sur la poitrine, des moments où je doutais d'avoir fait les bons choix. Mais chaque fois que le doute m'envahissait, je pensais au visage des personnes que Philippe avait escroquées et que j'avais pu aider à rembourser. Je pensais à Madame Blanchard, cette vieille dame de Marseille qui avait perdu ses économies de toute une vie et qui m'avait serré les mains en pleurant quand je lui avais rendu son argent. Je pensais à Monsieur Garnier, ce retraité qui avait dû vendre sa maison à cause de Philippe et qui, grâce au remboursement, avait pu racheter un petit appartement près de ses petits-enfants. Ces visages me donnaient la force de continuer. Un matin de septembre, alors que je prenais mon café dans un bistrot du Vieux-Port de La Rochelle, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitais à répondre, puis décrochai. « Madame Damblay » dit une voix féminine que je ne reconnus pas immédiatement. «
Oui, c'est moi. C'est Agnès. Agnès Moreau. Je travaillais à l'aéroport il y a 2 ans. C'est moi qui vous ai glissé le billet. Mon cœur s'arrêta. Je posai ma tasse de café, incapable de parler pendant quelques secondes. Vous? C'était vous? Oui. Je suis désolée de vous appeler après tout ce temps. Mais j'ai suivi votre histoire dans les journaux. J'ai vu ce que vous avez fait. Et je voulais vous dire que j'admire votre courage. Mais pourquoi? Demandai-je, la voix tremblante. Pourquoi m'avoir prévenu? Vous ne me connaissiez même pas? Elle soupira. Parce que j'ai vu votre fils au portail 14 plusieurs fois avant ce jour-là. Il venait avec cette femme blonde et un homme que je reconnaissais comme un escroc notoire dans la région. J'ai compris qu'il préparait quelque chose de malhonnête. Et quand je vous ai vu, vous, cette femme élégante qui semblait si confiante avec votre fils, j'ai su que vous ne saviez rien. Alors j'ai pris une décision. Je me suis dit que, si j'étais à votre place, j'aurais voulu qu'on me prévienne. Vous avez risqué votre emploi pour moi. Je l'ai perdu d'ailleurs, dit-elle avec un petit rire amer. Quelqu'un m'a vu glisser le billet et m'a dénoncé, mais je ne regrette rien. Parfois, faire ce qui est juste vaut plus qu'un emploi. Je ne savais pas quoi dire. Cette femme, cette inconnue, avait changé ma vie entière, et elle l'avait fait au prix de son propre sacrifice. « Où êtes-vous maintenant ?» demandai-je. « Je travaille dans une librairie à Nantes, c'est plus calme, et ça me plaît. J'aimerais vous rencontrer, vous remercier en personne. » Il y eut un silence, puis « J'aimerais beaucoup aussi. » Nous nous donnâmes rendez-vous la semaine suivante dans un café à Nantes. Quand je la vis, je la reconnus immédiatement. Ses yeux doux, son sourire discret, son air de quelqu'un qui porte des secrets lourds, mais qui refuse de s'en plaindre. Nous parlâmes pendant des heures. Elle me raconta sa propre histoire. Un mariage raté, une fille qu'elle élevait seule, des difficultés financières qui l'avaient forcée à accepter des emplois précaires. Mais malgré tout, elle gardait une dignité, une force intérieure que j'admirais profondément. « Vous savez, » lui dis-je avant de partir, « vous m'avez sauvé la vie. Littéralement. » Elle secoua la tête. « Non, Madame Damblay. Je vous ai juste ouvert une porte. C'est vous qui avez eu le courage de la franchir. » Cette rencontre marqua un tournant pour moi. Je réalisais que je n'étais pas seule, qu'il existait des personnes bonnes, courageuses, prêtes à aider sans rien attendre en retour. Et cette prise de conscience me donna une nouvelle mission, aider à mon tour. Je commençai à donner des conférences dans des associations de femmes, des clubs de seniors, des centres communautaires. Je racontais mon histoire sans phare, sans embellissement. Je parlais de Philippe, de sa trahison, de l'argent volé. Je parlais d'Émeric, de sa manipulation, de la douleur de découvrir que son propre fils était prêt à vous voler. Mais je parlais aussi de la libération qui vient quand on ose dire non, quand on choisit la vérité plutôt que le confort. Les réactions étaient incroyables. Des femmes venaient me voir après les conférences, les larmes aux yeux, me confiant leurs propres histoires d'abus financiers, de manipulation familiale, de secrets enfouis. Beaucoup me disaient qu'elles n'avaient jamais eu le courage de parler, qu'elles avaient peur du jugement, peur de perdre leur famille, peur de se retrouver seules. Et je leur répondais toujours la même chose. La solitude qu'on choisit vaut mieux que la compagnie qui nous détruit. Un jour, lors d'une conférence à Bordeaux, une femme leva la main et me demanda « Madame Damblay, regrettez-vous d'avoir perdu votre fils ?» La question me frappa en plein cœur. Je restai silencieuse un moment, cherchant les mots justes. « Tous les jours, » répondis-je finalement. « Tous les jours, je regrette la relation que nous aurions pu avoir. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi la vérité. Parce qu'un amour construit sur le mensonge n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. » La salle resta silencieuse, puis quelqu'un commença à applaudir, puis d'autres, jusqu'à ce que toute la salle se lève et m'applaudisse. Et dans ce moment, je compris que ma douleur avait un sens, qu'elle pouvait servir à quelque chose, à aider d'autres femmes à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Un soir, en rentrant chez moi après une conférence à Paris, je trouvai une lettre dans ma boîte aux lettres.
L'écriture m'était familière. C'était celle d'Emeric. Mon cœur se serra. Je restais debout dans le couloir de mon immeuble, la lettre à la main, incapable de décider si je devais l'ouvrir ou la jeter. Finalement, je montai chez moi, préparai du thé, m'installai dans mon fauteuil près de la fenêtre et l'ouvris. « Maman, je ne sais même pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Probablement pas. Et je le mérite. Ces 2 dernières années ont été les pires de ma vie. J'ai perdu mon cabinet, ma réputation, ma fierté. Mais le plus dur, c'est d'avoir perdu ton respect. Je me regarde dans le miroir et je vois papa. Je vois un homme prêt à tout pour l'argent, pour le statut, pour l'apparence. Et ça me dégoûte. Je ne t'écris pas pour demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je t'écris juste pour te dire que tu avais raison. Surtout. Et que si j'avais eu un 10e de ton courage, ma vie aurait été différente. Je ne te demande pas de me répondre. Je voulais juste que tu saches. Emeric. Je repliai la lettre lentement. Mes mains tremblaient. Une partie de moi voulait courir vers lui, le serrer dans mes bras, lui dire que tout pouvait recommencer. Mais une autre partie, plus sage, plus forte, savait que ce n'était pas la solution. Emeric devait trouver son propre chemin, tout comme j'avais trouvé le mien. Je ne répondis pas à cette lettre, mais je la gardai. Parce qu'un jour, peut-être, quand Emeric aurait vraiment changé, quand il aurait fait le travail intérieur nécessaire pour devenir quelqu'un de meilleur, peut-être que nous pourrions nous reparler. Peut-être. Mais ce jour-là n'était pas encore venu, et je l'acceptais. Aujourd'hui, à 67 ans, je vis une vie simple mais riche. Riche en amitiés authentiques, en projets qui ont du sens, en moments de paix. Je me suis réconcilié avec mon passé, avec Philippe et ses mensonges, avec Emeric et sa trahison, avec moi-même et mes propres erreurs. Chaque mois, je retourne à l'aéroport de La Rochelle. Je m'assieds près du portail 14 et je regarde les gens passer. Les familles qui partent en vacances, les hommes d'affaires pressés, les couples amoureux, les personnes seules. Et je me dis que chacun porte ses secrets, ses douleurs, ses espoirs, que nous sommes tous des voyageurs en transit, cherchant notre destination. La mienne, je l'ai trouvée. Elle n'est pas dans un lieu. Elle est en moi, dans la femme que je suis devenue, dans le courage que j'ai découvert, dans la liberté que j'ai conquise. Et quand je repense à cette journée, il y a 2 ans, quand une inconnue m'a glissé un billet qui a changé ma vie, je souris. Parce que je comprends maintenant que les miracles existent, pas sous forme de magie ou de coïncidence, mais sous forme de personnes courageuses qui choisissent de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Agnès Moreau a été mon miracle, et aujourd'hui, j'essaie d'être le miracle de quelqu'un d'autre, parce que c'est ça, finalement, le sens de la vie. Pas l'argent, pas le statut, pas même la famille, si cette famille nous détruit. Le sens de la vie, c'est d'avoir le courage d'être soi-même, d'être libre, d'être en paix. Et moi, Solange Damblay, j'ai enfin trouvé cette paix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous eu la force de regarder votre propre fils dans les yeux et de dire non, sachant que ce mot pourrait tout détruire entre vous ? C'est une question que je ne cesse de me poser, même aujourd'hui, et j'aimerais sincèrement connaître votre réponse. Parfois, dans le silence de mes nuits, je repense à toutes ces années où j'ai choisi de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas questionner. Je me demande combien d'entre vous ont vécu la même chose, combien ont fermé les yeux par amour, par peur, ou simplement parce que la vérité faisait trop mal. Nous avons toutes, à un moment ou un autre, préféré le confort du mensonge à la douleur de la réalité. Et pourtant, c'est précisément cette douleur qui nous libère. Ce que j'ai appris au fil de cette épreuve, c'est que le courage n'arrive pas tout seul. Il naît du désespoir, de l'humiliation, de cette sensation insupportable d'avoir été trahi par ceux qu'on aime le plus au monde. Le courage, c'est ce moment où vous décidez que votre dignité vaut plus que n'importe quel héritage, n'importe quelle relation, n'importe quel confort matériel. Et ce moment-là, personne ne peut le vivre à votre place. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des trahisons similaires. Peut-être pas de la même manière, mais la douleur est la même. Une fille qui vous manipule, un petit-fils qui profite de votre générosité, un conjoint
qui a menti pendant des décennies. Nous portons toutes ces blessures en silence parce qu'on nous a appris qu'une femme bien doit pardonner, oublier, continuer à sourire, même quand son cœur saigne. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il est temps de briser ce silence. Si mon histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs douloureux ou vous a donné la force de regarder votre propre vie avec plus de lucidité, alors partagez-la. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous à Paris, à Lyon, à Marseille, ou peut-être dans un petit village où personne ne connaît votre histoire? Peu importe d'où vous venez, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à avoir vécu ces trahisons, ces mensonges, ces douleurs que nous cachons derrière des sourires polis. Et surtout, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous choisi la vérité au prix de perdre votre enfant? Auriez-vous eu la force de renoncer à votre héritage pour rendre justice à des inconnus? Ou auriez-vous fermé les yeux une fois de plus en espérant que le temps arrange les choses? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Chaque vie est différente, chaque histoire est unique. Mais en partageant nos expériences, nous nous donnons mutuellement la force de continuer. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a ému, si elle vous a donné envie de prendre votre vie en main, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce que vous méritez d'entendre des histoires vraies, des histoires qui parlent de nous, de nos vies, de nos batailles silencieuses. Vous méritez de savoir que vous n'êtes pas seul dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos combats. Et chaque fois que vous laisserez un commentaire, chaque fois que vous partagerez votre propre histoire, vous donnez de l'espoir à quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. Nous avons passé notre vie à prendre soin des autres, à nous sacrifier pour nos enfants, nos maris, nos familles. Mais aujourd'hui, il est temps de prendre soin de nous-mêmes. Il est temps de dire la vérité, d'exiger le respect, de refuser d'être traités comme des objets qu'on peut manipuler à volonté. Nous avons 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais nous sommes vivantes. Et tant que nous respirons, nous avons le droit de vivre avec dignité. Alors je vous en prie, laissez un commentaire. Parlez-moi. Racontez-moi votre histoire. Dites-moi d'où vous venez et ce que cette histoire a éveillé en vous. Parce que c'est comme ça qu'on change les choses. Pas en restant silencieuse, mais en osant dire tout haut ce qu'on a gardé trop longtemps pour nous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là. Et n'oubliez jamais, vous valez tellement plus que ce qu'on vous a fait croire.